Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici ma nouvelle vidéo du 22 juillet. En Nouvelle-Aquitaine, les entreprises prévoient près de 249 000 recrutements en 2026. 249 000. À première vue, c'est une excellente nouvelle. Cela représente l'équivalent de toute la population de Bordeaux, intramuros. Sur le papier, il devrait donc y avoir une place pour presque tout le monde. Pour les jeunes diplômés, les personnes en reconversion, les salariés licenciés, les seniors, qui souhaitent rebondir. Et pourtant, le taux de chômage régional augmente pour le 5e trimestre consécutif. Près de 492 000 personnes inscrites à France Travail sont tenues de rechercher un emploi. Des candidats envoient 50 CV sans obtenir de réponse. Et dans le même temps, des employeurs expliquent qu'ils ne trouvent personne. Alors, qui ment? Les entreprises qui disent vouloir recruter? Les candidats qui disent ne pas trouver de travail, les statistiques ou notre manière de les interpréter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ces trois chiffres peuvent être vrais en même temps. D'abord, nous allons ouvrir la boîte noire de 249 000 recrutements. Vous verrez que tous ces projets ne correspondent pas à des emplois durables disponibles immédiatement. Ensuite, nous verrons pourquoi un besoin économique ne rencontre pas automatiquement un candidat. Le métier peut être au mauvais endroit, au mauvais moment, dans de mauvaises conditions ou exiger une compétence que personne n'a pris le temps de transmettre. Enfin, je vous donnerai une méthode concrète pour identifier les véritables opportunités près de chez vous, sans vous fier uniquement aux classements nationaux ou au nombre brut d'offres d'emploi. Parce que le véritable problème n'est pas qu'il n'existe aucune place, c'est que les places disponibles, les compétences, les aspirations et les territoires ne s'emboîtent plus. C'est exactement le travail que je fais chaque mois dans l'Observatoire Emploi et Formation. Prendre les chiffres bruts et vous donner la lecture qui sert vraiment à décider. Aujourd'hui, on l'applique aux 249 000 recrutements annoncés en Nouvelle-Aquitaine. Commençons par la source de ce chiffre. Les 248 800 projets de recrutement proviennent de l'enquête annuelle sur les besoins en main-d'œuvre de France Travail, appelée enquête BMO. France Travail et le Crédoc interroge les établissements sur leurs intentions d'embauche pour les années à venir. Cette enquête est extrêmement utile pour repérer les métiers et les territoires où les besoins existent. Mais il faut comprendre ce qu'elle mesure. Elle mesure des intentions déclarées par les employeurs, pas 248 800 contrats déjà signés, pas 248 800 CDI disponibles ce matin, et pas nécessairement 248 800 créations nettes d'emplois. Une même entreprise peut prévoir de remplacer plusieurs salariés au cours de l'année. Un hôtel peut rechercher des saisonniers chaque an, chaque été. Un établissement de santé peut anticiper plusieurs remplacements. Un employeur peut également abandonner un recrutement et son activité ralentie. Un projet de recrutement peut donc correspondre à une création de poste ou un remplacement d'un départ, à un contrat saisonnier ou un besoin qui ne se concrétisera finalement plus. C'est la première erreur de lecture. On compare un flux annuel d'intentions de recrutement avec un stock de personnes sans emploi à un moment donné. C'est un peu comme annoncer qu'1 million de voyageurs prendront le train pendant l'année et conclure qu'1 million de stages sont disponibles aujourd'hui, dans votre gare, vers votre destination. Les deux nombres parlent du même sujet, mais pas de la même réalité. Deuxième élément essentiel, 43% des projets de recrutement annoncés en Nouvelle-Aquitaine sont saisonniers. Cela représente environ 107 000 intentions d'embauche. Cette proportion est nettement supérieure à la moyenne nationale, qui se situe autour de 32%. Pourquoi? Parce que notre économie régionale repose fortement sur l'agriculture, la viticulture, l'arboriculture, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Regardons maintenant les métiers les plus recherchés. Agriculteurs et ouvriers agricoles, 17 500 projets. Viticulteurs et arboriculteurs, 15 700. Serveurs de café et restaurants, 11 700. Aides de cuisine et employés polyvalents, 11 100. Agents d'entretien, 8 300. Aides-soignants, 9 000. Aides à domicile et auxiliaires de vie, 6 900. Employés de libre-service, 6 700. Et le reste, juste ici. Dans les premières positions, on retrouve beaucoup des métiers dépendants des récoltes, des vendanges, des vacances ou de la fréquentation touristique. Un contrat de 3 semaines dans les vignes est bien un recrutement, mais il ne permet pas nécessairement à une personne de financer son logement pendant 12 mois. Un contrat dans un restaurant situé sur la côte peut être une opportunité réelle, mais encore faut-il pouvoir
se loger à proximité en pleine saison. Il faut donc éviter deux erreurs opposées. La première serait de dire que ces emplois ne comptent pas. Ils comptent, procurent un revenu, permettent d'acquérir une expérience et peuvent parfois déboucher sur autre chose. La seconde serait de présenter chaque intention de recrutement comme un emploi durable, permettant de construire une trajectoire. Sur les 248 800 projets, environ 57% sont non saisonniers. Cela représente plus de 140 000 recrutements potentiels. Le marché n'est donc pas vide, mais il est nettement moins ouvert et moins homogène que ne laisse penser le chiffre affiché en couverture. Il faut ajouter une autre information. Ces 249 000 projets représentent une baisse de 8% par rapport à 2025. Et en 2025, les intentions avaient déjà chuté d'environ 14% par rapport à 2024. En 3 ans, le marché régional a donc perdu une part importante de son intention d'embauche. Tous les départements sont concernés en 2026. Le recul atteint environ 13% dans le Lot-et-Garonne et 12% dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est plus limité en Corrèze, dans la Vienne et en Charente. Les projets diminuent dans pratiquement tous les secteurs. Seule l'industrie progresse de 2,7%, l'agriculture recule près de 17% et la construction de 12,5%. Nous ne sommes pas devant un effondrement général de l'emploi, mais nous ne sommes pas non plus dans le marché exceptionnellement favorable aux candidats qui avaient suivi la crise sanitaire. Les entreprises deviennent plus prudentes, elles retardent certaines embauches, cherchent des profils immédiatement opérationnels et prennent moins de risques. Le chiffre de 249 000 est donc important, mais il est orienté à la baisse. Mais même ce chiffre corrigé ne suffit pas à expliquer pourquoi tant de postes restent vacants pendant que tant de personnes restent sans emploi. Il y a une raison beaucoup plus concrète, presque invisible, et elle n'a rien à voir avec les compétences. On y arrive tout de suite. Il y a quelques semaines, une femme de 41 ans est venue me voir. Aide-soignante depuis 15 ans, elle voulait changer de secteur. Trop d'épuisement, pas assez de reconnaissance. Elle avait vu qu'un entrepôt logistique 20 minutes de chez elle recrutait. En CDI, salaire correct. Elle n'a jamais postulé. Les horaires commençaient à 5 h du matin et personne ne pouvait garder ses enfants à cette heure-là. Sur le papier, l'offre et la candidate se correspondent parfaitement. Dans la réalité, une chose invisible les a séparés, une solution de garde qui n'existe pas. La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus vaste de France. Entre un besoin de recrutement à La Rochelle, un demandeur d'emploi à Guéret, une formation à Bordeaux et une entreprise industrielle à Pau, il peut y avoir plusieurs centaines de kilomètres. Dire qu'un métier recrute en Nouvelle-Aquitaine ne signifie donc presque rien pour une personne qui ne peut pas déménager. Le marché de l'emploi n'est pas régional. Il est souvent organisé autour d'un rayon de 30 à 45 minutes autour du domicile. Parce que derrière la mobilité, il y a une voiture, le prix du carburant, des horaires de bus, une école, une garde d'enfants, un conjoint, parfois un parent dépendant. Prenons un poste d'aide à domicile. Le besoin est immense, mais l'activité peut imposer plusieurs déplacements dans la journée, des horaires fractionnés et une intervention tôt le matin ou tard le soir. Sans voiture, certains emplois deviennent pratiquement impossibles à exercer. Prenons maintenant l'exemple de l'hôtellerie et restauration. Sur le littoral, le restaurant peut avoir besoin de serveurs. Le candidat peut avoir l'expérience nécessaire. Pourtant, si le loyer saisonnier absorbe la moitié ou les 2/3 de son salaire, la rencontre n'aura pas lieu. Une pénurie de candidats peut parfois être une pénurie de logement, de transport ou de solutions de garde. Et c'est une distinction essentielle. Lorsqu'un recrutement échoue, on cherche souvent un problème dans le CV du candidat. Mais le problème peut se trouver dans l'organisation du territoire. Près d'un projet de recrutement sur 2 est considéré comme difficile par les employeurs néo-aquitains. 49,8% contre 43,8% au niveau national. Ces difficultés diminuent depuis 3 ans, mais elles restent élevées. Les secteurs les plus concernés sont notamment le commerce et la réparation automobile, avec 72% des projets difficiles. La construction, 71%, la fabrication de matériel de transport, 68%, la métallurgie, 68%, le bois, le papier et l'imprimerie, 64%. Les employeurs évoquent principalement un nombre insuffisant de candidats et des profils qu'ils considèrent comme inadaptés. Mais le mot pénurie peut recouvrir plusieurs réalités. Il peut véritablement ne pas exister suffisamment de personnes qualifiées. Mais il peut aussi ne pas exister suffisamment de personnes prêtes à accepter ce poste précis avec ce salaire
ces horaires, ce statut et cette localisation. Il faut être honnête des deux côtés. Oui, certaines entreprises proposent des conditions qui ne sont plus suffisamment attractives. Un travail physiquement difficile, payé au voisinage du SMIC, avec des horaires coupés, un week-end sur 2 et 30 km de déplacement, ne devient pas attractif simplement parce qu'on le qualifie de métier passion. Mais toutes les entreprises ne disposent pas non plus d'une marge illimitée. Une petite entreprise du bâtiment ou un restaurant indépendant ne peut pas toujours augmenter les salaires de 20% sans augmenter ses prix ou fragiliser son activité. Nous avons donc créé une impasse. Le candidat dit « à ces conditions, je ne peux pas vivre correctement ». L'employeur répond « à un coût supérieur, je ne peux plus maintenir le poste ». Les deux peuvent avoir raison. Et lorsque deux acteurs rationnels ne parviennent pas à conclure un accord, le problème devient économique et collectif, pas seulement individuel. Le deuxième décalage concerne les compétences. Christophe Desjours distinguait le travail prescrit, ce qui est écrit sur la fiche de poste, et le travail réel, ce que l'on fait vraiment une fois sur le terrain. C'est exactement ce décalage que vivent tant de candidats aujourd'hui. Nous avons longtemps raisonné comme si une formation produisait automatiquement une qualification. Et comme si cette qualification conduisait automatiquement à un emploi. La réalité est plus désordonnée. Une personne peut avoir le bon diplôme, mais ne pas maîtriser le logiciel utilisé par l'entreprise. Elle peut connaître le métier, mais ne pas posséder l'habilitation obligatoire de l'entreprise demandée. Elle peut avoir 10 ans d'expérience dans un secteur proche, mais être écartée par un logiciel de recrutement parce que le titre exact du poste ne figure pas sur son CV. À l'inverse, une entreprise peut publier une offre destinée à un débutant et demander 2 années d'expérience, 5 outils différents. Une autonomie immédiate et la capacité à être opérationnelle. Les entreprises disent chercher des compétences. Mais beaucoup continuent de recruter à partir d'intitulés de poste, de diplômes et de parcours linéaires. Les candidats, eux, décrivent souvent leur passé au lieu de démontrer la valeur qu'ils peuvent produire demain. Entre les deux, les systèmes automatiques filtrent des mots-clés. Voilà comment un employeur peut recevoir 50 candidatures et conclure qu'il n'existe aucun bon candidat. Et voilà comment une personne compétente peut envoyer 50 CV et avoir le sentiment de ne pas exister. Ce n'est pas toujours une pénurie de compétences. C'est parfois une incapacité collective à les identifier, à les traduire et à les transférer. Jusqu'ici, on a parlé de ce qui bloque la rencontre entre l'offre et la demande. Mais il existe un troisième blocage, plus profond encore. C'est celui qu'on se met nous-mêmes, sans toujours s'en rendre compte. Et il commence dès l'école. Si ces deux premiers points vous parlent, la suite va encore plus loin. Et c'est exactement le genre d'analyse que je publie chaque mois dans l'Observatoire. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Pierre Bourdieu aurait reconnu ce mécanisme. Ce n'est pas le marché du travail qui hiérarchise les métiers en premier lieu. C'est l'école, puis la famille, puis la société. On oriente vers des filières nobles avant de demander ce que les territoires recherchent. Cap Métiers, Nouvelle-Aquitaine, a étudié l'attractivité des métiers et des formations en analysant près de 18 sources de données. Les résultats montrent un décalage très clair entre les aspirations des personnes et les besoins économiques. Les demandeurs d'emploi se tournent notamment vers l'industrie, le transport, la logistique, l'informatique, l'hôtellerie-restauration, les services aux personnes, l'entretien et la sécurité. Chez les jeunes, les formations liées au bâtiment, au commerce, à la gestion et à la réparation automobile attirent. Après le bac, les formations de santé, notamment infirmiers, restent particulièrement demandées. Mais certains domaines, qui auront de forts besoins, recrutent difficilement ou attirent peu. L'aide à domicile, l'entretien, l'enseignement, l'agriculture, certains métiers du bâtiment ou de l'industrie. Nous orientons encore beaucoup de personnes selon une hiérarchie sociale des métiers. Il y aurait les métiers que l'on recommande, parce qu'ils paraissent prestigieux,
et ceux que l'on évoque uniquement lorsque les études générales n'ont pas fonctionné. Cette hiérarchie produit des milliers de candidatures dans certains cursus et laisse des entreprises chercher désespérément des mécaniciens, des carrossiers, des ébénistes, des boulangers, des aides à domicile ou des techniciens de maintenance. Mais attention, la solution n'est pas d'envoyer arbitrairement les demandeurs d'emploi vers des métiers que les autres refusent. Une orientation durable doit croiser 3 éléments. Ce que la personne sait ou peut apprendre, ce que le territoire recherche réellement, et les conditions dans lesquelles il accepte de travailler. Si les 3 éléments manquent, la reconversion va échouer. En Nouvelle-Aquitaine, la Chambre des métiers identifie 14 métiers artisanaux particulièrement en tension. La boucherie, la boulangerie, la carrosserie, la mécanique, la tonnellerie, l'ébénisterie, l'optique, la couture, la sommellerie ou encore la coiffure. Ces métiers peuvent offrir de véritables perspectives, mais ils nécessitent souvent un apprentissage concret, des gestes professionnels et une confrontation rapide à la réalité quotidienne. On peut aimer l'image d'une boulangerie artisanale sans vouloir commencer sa journée à 3 h du matin. On peut être attiré par l'ébénisterie sans avoir encore éprouvé les exigences physiques, économiques et commerciales du métier. C'est pour cela que l'immersion professionnelle est si importante. Une semaine dans une entreprise peut parfois éviter une année de formation mal choisie. La bonne reconversion ne commence donc pas toujours par une inscription. Elle commence souvent par une enquête. Tout ce qu'on vient de voir, c'est la photo de 2026. Mais la vraie question, c'est à quoi ressemblera ce marché dans 4 ans? Et la réponse va sans doute vous surprendre. La situation ne va pas disparaître avec le prochain trimestre. Selon les projections de France Stratégie et de la DARES, la Nouvelle-Aquitaine devrait connaître environ 75 000 besoins de recrutement par an d'ici 2030. Mais la plupart de ces besoins ne proviendront pas de nouveaux métiers. Environ 63 000 par an seront liés au départ en fin de carrière. Autrement dit, le grand enjeu des prochaines années serait moins la création spectaculaire de nouveaux postes que le remplacement de ceux qui partent. Les métiers comptant le plus de postes à pourvoir devraient notamment être les agents d'entretien, les aides à domicile, les enseignants, les aides-soignants, les conducteurs de véhicules, les cadres commerciaux et technico-commerciaux, les infirmiers et sages-femmes, les agriculteurs et éleveurs, les cadres commerciaux et technico-commerciaux, les infirmiers et sages-femmes, les agriculteurs et éleveurs, les ouvriers qualifiés du bâtiment, les ouvriers qualifiés de la manutention. La région pourrait disposer chaque année de 50 000 jeunes débutants et de 12 000 travailleurs venant d'autres régions. Il resterait donc environ 13 000 besoins annuels à couvrir par demandeurs d'emploi. Des personnes en reconversion, des inactifs revenant sur le marché du travail ou de nouveaux arrivants. Voilà le véritable marché de la reconversion. Pas tous les 249 000 projets, mais ces milliers de postes durables pour lesquels les départs seront plus nombreux que les nouveaux entrants. Encore faut-il préparer les personnes avant que le poste ne soit vacant. Former après la pénurie, c'est déjà former trop tard. C'est ici qu'apparaît une contradiction majeure. D'un côté, nous savons que des secteurs auront besoin de dizaines de milliers de personnes. De l'autre, les financements de la formation se contractent et près de 8000 places destinées aux demandeurs d'emploi doivent disparaître en Nouvelle-Aquitaine, soit environ un quart de l'offre annuelle concernée. On peut parfaitement comprendre la nécessité de contrôler les dépenses, d'éliminer les formations inutiles et de lutter contre la fraude. Mais réduire le nombre de places sans améliorer radicalement le ciblage peut aggraver les pénuries que l'on prétend combattre. La question n'est donc pas seulement combien de formations finançons-nous, c'est plutôt combien de personnes terminent une formation adaptée à un besoin réel, accessible depuis leur domicile et débouchant sur des conditions qu'elles peuvent accepter. Former n'est pas remplir une salle. C'est déplacer une personne d'un point de départ vers une situation professionnelle viable. Alors, si les chiffres nationaux et régionaux ne suffisent pas à vous dire où est votre place, comment fait-on concrètement? Voilà la méthode que j'utilise quand j'accompagne des personnes. Première étape, oubliez temporairement le classement national. Ne demandez pas seulement quel métier recrute en France.
Demandez plutôt quel employeur recrute dans un rayon autour de chez moi. Un métier porteur à 150 km n'est pas nécessairement une opportunité. Consultez les données BMO par bassin d'emploi, France Travail, les pages d'entreprises locales, les médias économiques régionaux et les agences d'intérim. Regardez les offres publiées sur LinkedIn, Monster, Région Job. Une annonce isolée ne fait pas un marché. 20 annonces récurrentes commencent à dessiner une tendance. Deuxième étape, séparer volume, stabilité et accessibilité. Pour chaque métier, examinez 3 éléments. Le volume, combien d'entreprises recrutent réellement? La stabilité, s'agit-il de CDI, de CDD, long, d'intérim ou de contrats saisonniers? L'accessibilité, quelles compétences, habilitation, contraintes physiques et solutions de mobilité sont nécessaires? Un métier peut afficher beaucoup d'offres, mais uniquement pendant 2 mois. Un autre peut proposer moins de postes, mais avec des contrats durables et plusieurs employeurs accessibles. Le meilleur marché n'est donc pas toujours celui qui affiche le chiffre le plus élevé. C'est celui dans lequel vous pouvez entrer et rester. Troisième étape, parlez aux employeurs avant de choisir la formation. Avant de consacrer 6 mois et plusieurs milliers d'euros à une formation, contactez 5 professionnels du secteur. Posez-leur des questions simples. Qu'est-ce qui vous empêche réellement de recruter? Quelles compétences manquent le plus aux candidats? Quel diplôme est obligatoire et lequel est simplement souhaité? Acceptez-vous des personnes en reconversion? Existe-t-il une immersion ou une formation préalable au recrutement? Quels sont les horaires, le salaire, le départ et la possibilité d'évolution? Si aucun employeur répond, si personne n'accepte d'immersion et si toutes les annonces exigent déjà plusieurs années d'expérience, réfléchissez avant de financer votre formation. Une certification ne crée pas un marché qui n'existe pas. Quatrième étape, présentez une trajectoire, pas seulement un CV. Enfin, ne présentez pas uniquement la liste de vos anciens postes. Expliquez le lien entre vos expériences, votre transition et le besoin de l'entreprise. Une personne qui vient de la restauration et souhaite reprendre la logistique ne repart pas nécessairement de zéro. Elle connaît peut-être les cadences, la gestion des stocks, les règles d'hygiène, la pression opérationnelle et le travail en équipe. Une ancienne gestionnaire financière qui se reconvertit dans la comptabilité n'efface pas 15 années d'expérience. Elle transfère une rigueur, une relation client, une connaissance réglementaire et une capacité à traiter des dossiers complexes. Votre travail consiste à rendre ce transfert visible. L'entreprise ne recrute pas votre passé. Elle recrute la manière dont votre passé peut résoudre l'un de ses problèmes futurs. Alors pourquoi, avec 249 000 recrutements prévus, tant de personnes ne trouvent-elles pas leur place? Parce que ces 240 000 projets ne sont pas 249 000 CDI immédiatement disponibles. Parce que 43% sont saisonniers. Parce que les besoins baissent depuis 3 ans. Parce qu'un emploi peut se trouver dans le mauvais département, sans transport ou sans logement accessible. Parce que les conditions proposées ne rencontrent pas toujours les contraintes des candidats. Parce que les entreprises cherchent parfois une personne immédiatement opérationnelle, sans avoir organisé la transmission des compétences. Parce que nous continuons trop souvent à former d'abord, puis chercher de déboucher ensuite. Évidemment, il est faux de dire que personne ne trouve sa place. Des milliers de recrutements se réalisent chaque mois. Mais trop de personnes restent à côté d'un marché qui recrute, tandis que trop d'entreprises restent à côté de candidats capables d'apprendre. Le paradoxe ne vient donc pas d'une absence totale de travail. Il vient d'un défaut d'alignement entre 5 éléments. Le métier, la compétence, le territoire, les conditions et le moment. J'appelle ça la grille des 5 alignements. Retenez-la, elle vaut pour n'importe quel métier, n'importe où en France. Trouver sa place, ce n'est pas répondre à l'annonce qui fait le plus de bruit. C'est identifier l'endroit où vos compétences, actuelles ou futures, rencontrent un besoin réel dans des conditions qui vous permettent de tenir dans la durée. La France ne manque pas seulement de candidats, elle ne manque pas seulement d'emplois, elle manque encore de passerelles fiables entre les deux. Et ces passerelles, nous ne les construirons ni avec des chiffres spectaculaires, ni avec une formation choisie au hasard.
avec ClickApps CV identique. Nous les construirons en partant du réel, un territoire, une entreprise, une compétence et une personne. Vous n'avez pas besoin de trouver votre place partout. Vous avez besoin d'identifier l'endroit précis où elle peut réellement exister. Avant de partir, une question pour vous en commentaire. Aujourd'hui, diriez-vous que c'est votre compétence qui manque ou votre territoire qui ne joue pas en votre faveur? Je lis chaque réponse et certains nourriront directement la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous parle parce que vous êtes vous-même à ce carrefour, la première étape n'est pas de choisir une formation au hasard. C'est de clarifier votre trajectoire. Peut réellement rencontrer un besoin. Le bilan gratuit de 3 minutes, le lien vers un rendez-vous direct sont épinglés en commentaire et en description. Et si ce genre de décryptage vous est utile, abonnez-vous. L'Observatoire Emploi et Formation revient chaque mois, avec les chiffres du moment et ce qu'il change vraiment pour vous. La semaine prochaine, on répond à la question que cette vidéo laisse ouverte. Concrètement, quel métier recrute vraiment près de chez vous en 2026? Je vous donne la liste secteur par secteur. Merci beaucoup d'avoir regardé et suivi cette vidéo. Restez abonnés, ça arrive vite. Je vous embrasse. Soyez libres de vos pensées et de vos décisions. Toujours.